Alors, il y a un petit miracle qui vient de se produire parce qu'il est 11h59 et donc on a parfaitement tenu l'horaire. Ça, c'est pas gagné. Donc, alors, avant le repas, on a donc une intervention de M. Jacquinot, donc qui représentait SNCF Réseau. Donc, il va nous donner un peu la vue de l'opérateur, l'opérateur du réseau ferroviaire et comment il voit la problématique. Monsieur Jacquinot, c'est à vous pour une demi-heure. Oui, je crois que c'est un quart d'heure plus un quart d'heure, donc je vais essayer de tenir dans le quart d'heure, donc je vais évidemment parler à toutes les problématiques où on est rentré dans un certain nombre de débats techniques qui prendraient des heures et qui mériteraient des tables rondes beaucoup plus approfondies sur les sujets. Peut-être juste me présenter, donc Thierry Jacquinot, moi je suis le responsable commercial donc pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de SNCF Réseau. Et on se proposait, en tout cas ce matin, en amont des tables rondes que vous aurez cet après-midi sur les contributions de chacun des acteurs, ce que SNCF Réseau est déjà, parce que je pense que ce n'est pas inutile de le rappeler, et la façon dont il intervient sur les réseaux, sur les problématiques dont on a évoqué finalement plus sur les derniers aspects, c'est-à-dire comment on utilise le réseau existant, les questions de régularité ou de capacité, et dans quel cas il intervient sur des projets de développement. Premier point, peut-être pour présenter la société, donc l'ensemble du groupe public ferroviaire, la SNCF, voilà, dans sa grande globalité, donc, a été restructurée par la loi. La SNCF appartient à tout à chacun français, 100% actionnariat de l'État, qui a restructuré le 1er janvier 2020 un certain nombre de sociétés, donc chacune en charge de développer le ferroviaire et de développer le réseau. SNCF Réseau donc, a en charge le réseau existant ferroviaire, les 28 000 km de lignes qui sont à son actif, qui appartiennent à l'État, qui sont confiés donc à SNCF Réseau comme gestionnaire d'infrastructures. SNCF Réseau, c'est une grosse maison, on peut dire ça comme ça, 53 000 salariés, dont environ 3 000 sur le territoire, et donc qui a un certain nombre de missions. La première, c'est d'exploiter l'ensemble de ces réseaux, c'est de faire en sorte que les trains puissent rouler. Alors, on ne les conduit pas, nous, on ne les décrète pas, on ne les trace pas, on ne maintient pas les trains, qui sont les missions des entreprises ferroviaires. SNCF Voyageurs, dans le groupe, est une entreprise ferroviaire. Fret SNCF est une entreprise ferroviaire, mais il y en a d'autres sur le marché français. Mais notre mission à nous, c'est de permettre à tous les trains donc, qui sont organisés au programme de pouvoir circuler en plus grand nombre et en heure sur le réseau. Donc l'accès au réseau, la circulation. Évidemment, ce réseau, si on le laissait vivre tout seul, je pense qu'en quelques mois ou quelques années, on ne circulerait plus dessus parce qu'il ne serait plus en état. Et donc, notre mission, c'est de le maintenir en état d'utilisation tel qu'il existe aujourd'hui et le régénérer quand il y a besoin. C'est-à-dire quand une voie est trop vieille, on va venir la remplacer. Quand une caténaire est trop vieille, on va venir la remplacer. Quand une signalisation est trop vieille, on va venir le remplacer. SNCF Réseau a aussi 3 missions pivots sur l'ensemble du réseau ferré. Le premier, c'est la gestion de la capacité. J'y reviendrai dans mon intervention ultérieurement. C'est la capacité, et ça fait exactement écho à ce qui vient d'être dit juste avant, à concilier les intérêts des uns et des autres pour que l'ensemble des sillons, l'ensemble des intérêts puissent trouver leur place sur le réseau tel qu'il existe aujourd'hui. On a une deuxième mission pour l'ensemble du système ferroviaire, qui est celui du management de la régularité. La régularité, ce n'est pas qu'un problème de réseau, ce n'est pas qu'un problème d'entreprise ferroviaire, c'est souvent aussi des problèmes externes. Et on a cette mission de fédérer l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que les trains soient le plus à l'heure possible. Une troisième mission, qui est super importante, mais en volumétrie peut-être un peu plus anecdotique, qui est celui de l'accessibilité du transport ferroviaire. De la même manière, la direction de l'accessibilité ferroviaire fait partie de SNCF Réseau. Il revient à SNCF Réseau de réunir l'ensemble des acteurs du ferroviaire pour assurer cette accessibilité
du système. Donc SNCF Réseau, je le disais, dans la constitution du groupe public ferroviaire, donc, est une entité à part, au service de l'ensemble des acteurs. Et à côté, on va trouver, je les ai déjà cités, SNCF Voyageurs. Donc SNCF Voyageurs, c'est l'entreprise ferroviaire voyageur du groupe SNCF qui exploite des produits, enfin pas les trois les plus connus, qui sont même quasi que les trois, mais TGV, les TER, tels que aujourd'hui 100% des TER en France, même si le marché a été ouvert à la concurrence et que vraisemblablement ce chiffre pourrait baisser dans les prochaines années, et ce qu'on appelle les intercités, qu'ils soient d'ailleurs exploités en commercial, c'est-à-dire sans aide publique, ou qu'ils soient ce qu'on appelle des transports d'équilibre du territoire, c'est-à-dire des transports en fait, qui sont commandés par l'autorité organisatrice État, et pour lequel en fait, le SNCF Voyageurs est un sous-traitant et répond à une commande pour exploiter et faire rouler ces trains de la même manière, je dis que les TER, puisque les autorités organisatrices donc, font un cahier des charges, commandent un certain niveau de service, charge à SNCF Voyageurs par l'intermédiaire de ce TER de répondre à ce besoin. Fret SNCF, autre entreprise ferroviaire du groupe, donc qui lui a les mêmes missions de faire rouler des trains, mais pour le transport de marchandises, et qui lui est même bien aidé, comme toutes les entreprises ferroviaires de fret, par un certain nombre de subventions et d'aides publiques, étant 100% en activité non régulée, c'est-à-dire que c'est le marché qui fait le trafic. Autre filiale donc du groupe, qui d'ailleurs est une filiale de SNCF Réseau, c'est SNCF Gare et Connexion. Donc il est un autre gestionnaire d'infrastructure et gère les 3000 gares ferroviaires de voyageurs du territoire français. Alors, j'ai dit en quoi SNCF Réseau intervient sur le territoire. Il y a ces missions, je vais appeler, le terme n'est pas tout à fait exact, mais régaliennes, qui sont celles d'exploiter, d'entretenir, de régénérer le réseau tel qu'il existe et qui est son fonds de commerce. Donc, on le fait dans le cadre d'un contrat de performance qui est signé avec l'État, qui donne le mandat quelque part de l'actionnaire à sa société pour travailler sur ce réseau. Donc pour faire ça, nous avons nos 53 000 salariés pour opérer ce réseau. On fait appel à un grand nombre de sous-traitants et en parallèle, pour rémunérer donc, ces missions régaliennes, on a un certain nombre de recettes et de chiffres d'affaires, comme n'importe quelle société anonyme en France, qui sont, on va résumer, de deux types. La première, qui est de l'aide d'État directe ou indirecte en soutien au réseau, ou en tout cas en soutien à un certain nombre d'opérations, donc pour environ 35% de notre chiffre d'affaires. Et ensuite, donc, ce qu'on appelle des recettes commerciales. Chaque train qui roule sur le réseau donc, va payer un certain nombre de redevances, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permettent d'assurer le maintien en conditions opérationnelles du réseau et sa régénération. Et après, on va intervenir, et c'est effectivement beaucoup les sujets de ce matin et peut-être de cet après-midi, voilà, comme expert, comme gestionnaire, comme en tout cas comme entreprise. Aujourd'hui, gestionnaire d'infrastructures ferroviaires au service des territoires pour tous les projets de développement, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés publiques ou pas. Donc, en tant que prestataire, s'il y a besoin de faire des études, en tant que maître d'ouvrage, s'il y a besoin de faire un certain nombre de travaux, voilà, pour répondre, en tout cas, aux besoins des territoires. Alors, les territoires, je crois que ça a été largement rappelé,
la métropole, la région, les collectivités, l'État, évidemment, en tant que premier organisateur du réseau français, dans tout un écosystème qui est en train de se modifier quelque peu avec l'ouverture à la concurrence du réseau français et une augmentation du nombre d'acteurs. Voilà. C'est un changement, mais ce n'est pas non plus une surprise, puisque dans le fret ferroviaire, ça existe depuis 2006 et qu'on savait déjà travailler, ne serait-ce que sur la région. Nous avons 11 clients fret sur le réseau, les gens n'en avions qu'un. Demain, nous aurons un peu plus d'opérateurs. Je vais revenir sur la gestion de la capacité, qui est un sujet extrêmement important. On peut investir, on peut faire des développements, on peut rouvrir des lignes. Néanmoins, notre mission de base à nous, en tout cas le mandat qui nous est fixé par l'État, c'est de faire circuler plus de trains sur le réseau existant. Et là, on se retrouve totalement dans les problématiques qui ont été évoquées ce matin. Et je vais le dire là dans mon propos, on partage la même ambition et le même objectif de faire en sorte que les transports collectifs, en général, et le train soient le plus utilisés, donc pour déplacer nos concitoyens et pour déplacer les marchandises dont ils ont besoin. Pour des questions, voilà, d'abord c'est notre mandat, ça c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, et c'est porté largement par notre président, par Jean-Pierre Farandou, qui le répète chaque fois qu'on lui tend un micro, que le transport ferré, c'est de très très loin le transport le plus écologique et le plus décarboné qui existe, avec ce slogan « Fer contre carbone ». Nous avons cette chance de rouler avec des roues en fer sur des voies en fer, ce qui en termes de roulement et en termes de frottement est le plus faible qui existe, à cause d'autres contraintes, on n'y arrivera pas là, mais qui permet, en tout cas, un voyageur qui prend un train émet 9 fois moins de carbone que 4 fois moins de carbone, qu'une personne dans une voiture, et une tonne de marchandises, c'est 9 fois moins de carbone émis que dans un camion. Et fait aussi extrêmement important et presque plus récent, j'ai envie de dire malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, avec cette crise énergétique, c'est que notamment en transport de marchandises, quel que soit le mode de traction utilisé, il y a encore du diesel dans les trains, il n'y a pas que les trains, électriques, même si la majorité du réseau est électrifié, mais quel que soit le mode de traction ou le mode utilisé pour le transport de marchandises, c'est 6 fois moins d'énergie pour transporter une tonne de marchandises, donc que par train, que par camion. Sur la gestion de la capacité, qui est un sujet qui peut paraître complexe, mais finalement ne l'est pas tant que ça. Il est chronophage, ça c'est sûr, mais il n'est pas si complexe que ça. En France, dans le marché ferroviaire, à la différence par exemple du marché aérien, il n'y a pas ce qu'on appelle du droit du grand-père. C'est-à-dire que chaque service construit, un service, chez nous, il est de mi-décembre à mi-décembre de l'année suivante, et un service, en fait, c'est une construction horaire pour l'année qui va évoluer évidemment suivant les jours, mais qui va être structurante pour l'ensemble de l'année pour l'utilisation du réseau. Il repart systématiquement d'une feuille blanche. Et voilà, et pas de quelque chose qui aurait pu être historique ou construit. Donc on repart d'une feuille blanche et on va faire s'exprimer l'ensemble des utilisateurs potentiels du réseau pour construire d'abord ce qu'on appelle une trame 2 heures qu'on va concevoir et sur l'ensemble du réseau français et d'ailleurs en lien avec les corridors européens. Tout ça, ce sont des procédures qui sont à l'échelle de l'Europe, donc les trains qui viennent de l'étranger, les plus longs, qui sont aussi parfois les plus pertinents. Hein. Les plus longs, les plus lourds, ce sont ceux qui sont le plus pertinents en ferroviaire, de pouvoir circuler sans attendre 2 heures à la frontière, que le sillon d'un côté ou le sillon de l'autre lui permettent de passer.
Et on va construire cette trame à partir des trains les plus longs jusqu'aux trains les plus courts, qui va donner en fait une trame sur 2 heures de temps, voilà, qui est assez structurante et qui va permettre d'organiser globalement l'armature ferroviaire française et de permettre finalement à organiser les trains très réguliers, les courts, comme les longs, comme les rapides, sur l'ensemble de la route, et ceux qui vont circuler tous les jours. Après cette première phase, qui va être publiée, critiquée, organisée, conciliée avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des parties prenantes, ce sont les entreprises ferroviaires, ou candidats autorisés, pour ceux qui voudraient faire un peu de spécialistes du sujet, et les autorités organisatrices de transport qui vont définir le transport. Une fois cette première phase établie, on va rentrer sur une deuxième phase qui est la même chose, mais sur une journée entière, c'est sur un 24 heures. Et on va commencer à avoir des trains qui vont rouler plus forcément tous les jours, mais de manière moins régulière sur le réseau. Et on va organiser de la même manière cet exercice d'essayer de structurer une organisation industrielle, je crois un moment, si j'ai déjà dépassé, du réseau ferré. Des exemples de belles réussites, parce qu'on a quand même des belles réussites dans ces constructions, c'est en refaisant complètement, par exemple, la construction 24 heures sur la ligne des Alpes pour l'année prochaine. On a réussi à avoir la faire finir jusqu'à 8-9 minutes certains trains, parce que mieux ordonnancés, avec le train fret Vienne-Carillon, avec les trains de Grenoble, avec les romans Briançon. Et finalement, en organisant bien la structure, on arrive finalement à passer. Alors là, c'est pas plus de trains, c'est mieux de trains, c'est des trains qui vont un poil plus vite, mais qui servent l'attractivité du système ferroviaire dans son ensemble. Après, on arrive à des dispositifs qui sont plus opérationnels, de vraies commandes de sillons, et on trace jour par jour, en fait, toute la structure horaire qui va déterminer donc les circulations in fine qui vont utiliser le réseau. Donc ça se passe comme ça aujourd'hui. C'est en train d'être réinventé. Parce que donc cette page blanche, quelque part, historise peu en fait l'historique de l'organisation, et ça permet moins de se projeter sur l'avenir. Donc avec sous l'impulsion du préfet Philizot, c'est lui qui l'a lancé après une première expérimentation sur l'accès du port du Havre au réseau ferré français, c'est généralisé à l'ensemble de la France, qui est l'idée de construire, et jusque ce qu'on appelle des graphiques d'occupation des voies, c'est en descendant très très fin dans la structure horaire, ce qu'on appelle les plans d'exploitation de référence. Donc il y en a un qui se prépare pour 2025, il y en a un qui se prépare pour 2030, et qui vont servir de base ou de structure en fait au développement de l'ensemble du trafic. Et ça permet de faire aussi quelque chose qui n'était pas aussi industrialisé, c'était de repérer sur ces constructions l'ensemble des points de blocage et de permettre de transmettre au comité d'orientation des infrastructures un certain nombre de préconisations pour lever ces contraintes sur le réseau existant par rapport à des expressions de besoin ou des envies d'utilisateurs du réseau de réaliser ces trains. Voilà, donc ça commence à partir de l'année prochaine. C'est des travaux qui sont relativement complexes et qui sont relativement longs, mais qui sont déjà bien avancés. Je suis sûr va permettre d'améliorer encore l'utilisation du réseau. Sur la partie régularité, je dois revenir sur un point, mais je crois que ça a été dit. Dans les années 2015-2016, sur la région, la régularité des trains était, on peut le dire, catastrophique, en tout cas pas à la hauteur des attentes des voyageurs. Si on mesure aujourd'hui sur la région la régularité, alors on a fait une année 2021, en tout cas en termes de régularité, relativement exceptionnelle. 2022 sera certainement pas tout à fait à la même hauteur, mais très bonne par rapport à ce qui a été réalisé jusqu'à présent.
Donc il y a un certain nombre de... L'intégration de Rhodial X dans tout ça. Est-ce que c'est possible? Je crois que M. le Président l'a exprimé, il est très informé, il ne me revient pas d'ailleurs de dire, en tout cas de commenter telle ou telle étude ou telle décision. Je crois que les montants ont été évoqués, ils étaient bien renseignés. Voilà. Oui. Et donc, par contre, avant de terminer mon ASEC, je vais quand même revenir. On a vécu une période très particulière dans le système ferré. Très, très particulière, par contre. Tout le monde, mais quand même, les transports collectifs ont énormément souffert. On est là pour défendre les transports collectifs. En tout cas, je pense qu'il faut rappeler, en 2020, on a fait, alors je force le trait, la moitié des trains de 2019. La moitié des trains de 2019. Pour des questions de crise sanitaire évidentes et d'interdictions et de confinement et des déplacements. Néanmoins, on vient de faire un été exceptionnel. Tout produit confondu, on vient de faire sur le ferroviaire un été exceptionnel. Mais il est d'autant plus exceptionnel que ce n'était pas le cas du début de l'année 2022. Et en tout cas, moi, je voudrais passer ce message que faire la promotion du train, il y a quelques trains qui sont pleins. Hein. Dire qu'il n'y a pas de congestion, ce serait mentir, mais il y en a beaucoup aussi qui sont ventre vide. Et je pense que c'est important, si on veut développer le système ferroviaire, si on veut en faire plus, si on veut faire d'autres lignes, il faut arriver à remplir plus les trains qui circulent aujourd'hui sur le réseau, quel que soit le produit, hein, TER, Intercité, TGV ou d'autres qui se lanceront. Je pense que c'est globalement essentiel. Voilà. Et puis juste peut-être quand même pour réagir à un point. Donc j'espère que en tout cas, je vous ai montré que le réseau n'était pas totalement dans l'inaction. En tout cas, voilà, il y a un certain nombre de collaborateurs qui travaillent, qui sont engagés, qui tous les jours, en plus, font quelques miracles pour que tous les trains puissent passer sur le réseau. Néanmoins, je suis quand même assez gêné quand j'entends dans la présentation ce matin que sur la ligne nouvelle, il n'y a pas de processus démocratique, qu'il n'y a pas de concertation, alors qu'on vient de boucler une enquête publique validée par des commissaires indépendants qui justement sont garants de ce débat démocratique. Donc voilà, c'est des propos, ou en tout cas sur le mot utilisé, qui me gênent en plus personnellement particulièrement. Ok, merci. Ah, vous avez fini. Oui, j'ai fini. J'étais en train de noter vos je me suis arrêté. Voilà. On a peut-être 10 minutes pour un échange, quelques questions, et après on pourra aller manger. Moi, je voulais rebondir quand même sur le dernier propos. Le processus démocratique, il y a la forme, il y a le fond, il y a la capacité d'écoute des uns et des autres, la capacité d'appréhender les enjeux et la capacité après pour les décideurs d'intégrer ce qui a été exprimé. Pour avoir l'expérience de la ligne nouvelle, ex-LGV, j'ai quand même passé pas mal de temps dans des commissions, dans des comités, dans des... j'ai passé du temps. Sincèrement, je le dis très gentiment, on est dans le formel, on n'est pas dans le fond. Voilà, c'est pas SNCF Réseau. J'ai eu l'occasion de le dire au directeur de la ligne nouvelle, de la LGV PACA, donc monsieur... Alors, si c'était LGV, c'était M. Charrier. Monsieur Charrier, je lui ai dit, lors d'un comité technique à Nice, les fameux comités territoriaux, j'ai dit, monsieur Charrier, mais c'est pas normal que les pouvoirs publics vous mettent dans la situation qu'ils vous mettent. Parce qu'en gros, j'ai insisté, j'y étais, monsieur Charrier était là pour faire passer un certain nombre de choses. Le préfet, lui, il était occupé ailleurs, il avait mis son secrétaire général. Le secrétaire général, il avait d'autres choses à faire, il est parti. Donc voilà, ça c'est du formalisme. Et on l'a vécu, ça fait des années qu'on le vit. Donc ce que vous dites, on peut l'entendre, bien entendu, mais moi, j'en ai pas la responsabilité. Au contraire, je dis, pour moi, c'est absolument scandaleux de mettre une structure comme SNCF Réseau dans la position dans laquelle on la met. Voilà, c'est le problème des décideurs politiques qui se déchargent. Et là, avec Sroniac, on est en plein dedans,
des décideurs politiques qui se déchargent de leurs responsabilités sur, on va nous le dire, on va nous dire, ah ben finalement, moi j'aime l'expression enterrement de première classe. On m'a dit non, non, c'est pas enterré, ça va venir, 2037, 2040. J'ai dit c'est vrai, je rectifie, j'entends, hein, en fait, c'est une disparition inquiétante. Avis de recherche, c'est ça le problème. Voilà. Et SNCF Réseau, il n'y a pas pour grand-chose dans la décision politique. Après, si la décision politique, elle amène à dire je n'ai pas les 100 millions pour le faire, il me pose sur la table, ils disent je vais faire les autoroutes du quotidien. 200 et quelques millions qui ont été présentés là. Ce sont des choix politiques. Mais qu'au moins, on clarifie ces éléments-là. Voilà. Tout ça dit très gentiment. Je crois qu'il y a beaucoup de réponses. Merci. Pierre Brotteau, l'association Pays d'Aix Écologie. Je voudrais poser une question qui me perturbe un peu. Enfin, on va voir quelle réponse on aura. Lorsqu'on demande le développement du réseau TER, souvent on nous répond mais tant que la gare souterraine de Saint-Charles n'est pas faite, on ne peut pas améliorer les TER, c'est pas possible, il n'y a pas les créneaux disponibles, on n'y arrivera pas. Le TER PACA vient de dire le contraire. De dire avec le réseau actuel, on peut faire des choses, on peut améliorer les TER. Alors, il y a la liste de la gare de Blanquart qui a été évoquée. Mais je voudrais savoir ce qu'en pense SNCF Réseau, puisque le problème il est bien un problème d'infrastructure, et une question technique. Est-ce que les réponses, elles sont plutôt politiques que techniques? Je voudrais bien savoir, je ne comprends pas. Aujourd'hui, de dire est-ce qu'on peut mettre en heure de pointe un peu plus de trains Marseille-Saint-Charles, la réponse est non. La réponse est non. Je crois que ça a été montré, démontré, revu. On peut toujours effectivement dire que nous ne savons pas de quoi nous parlons ou je ne sais pas quel argument, mais la réponse est non. Est-ce que la réponse, alors la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, d'ailleurs, elle a changé de nom, c'est une LGV, et elle répond bien au transport du quotidien. Je ne partage pas ce qui était marqué, je ne sais plus, dans l'étude Mobilo, qu'elle sert les TGV. Non, elle ne sert pas, finalement pas tellement les TGV, elle sert uniquement les réseaux métropolitains, les trois, hein, Nice, Toulon et Marseille. Et elle a changé d'ailleurs un peu de temporalité ou d'organisation, justement pour répondre mieux à ces sujets, de dire il n'y a plus juste un seul projet, mais en fait il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un qui est la phase 1, qui est tout ce qu'on peut faire plus vite pour effectivement permettre de mettre en œuvre un certain nombre de trains supplémentaires sur la gare de Marseille-Saint-Charles et donc d'augmenter les fréquences sur un certain nombre de lignes, et une phase 2 qui est évidemment beaucoup plus lourde, plus chère, plus longue, enfin voilà, c'est qui, elle, effectivement, la gare souterraine et le contournement à Nice pour ce qui est de l'autre partie de la région, qui apporte encore d'autres fonctionnalités, mais qui a permis de déconnecter en fait la partie surface et la partie en dessous. Donc c'est voilà, il y a vraiment deux temporalités, la phase 1, la phase 2, et elles se font pas en même temps. D'ailleurs, ce qui se fait plus vite, peut se faire plus vite, se fait plus vite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jérémy Martinez, je suis élu à Septem-et-Vallon, et d'ailleurs, je souhaitais excuser le maire de Septem qui est souffrant et qui m'a demandé donc de le remplacer aujourd'hui. Deux petites choses. Déjà, c'est vrai que la ville de Septem a été citée tout à l'heure parce que pour son partenariat avec Nostra PACA et avec les associations, il y a plusieurs associations d'usagers aussi sur la commune qu'on accompagne. Et on est une ville assez centrale au niveau transport, puisqu'il y a la ligne Aix-Marseille au niveau TER et la ligne aussi de transport routier, de transport en autobus, Aix-Marseille en ligne 51 qui se superposent. Alors, qui se concurrencent, je dirais qui se superposent parce qu'actuellement il y a une concurrence et une concurrence déloyale au niveau du prix et au niveau de la fréquence. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une complémentarité. Une complémentarité, et bien sûr avec un tarif qui puisse justifier l'usage du train. La gare en Septem, elle a une histoire, elle avait été fermée dans les années 80 et elle a été réouverte. Donc une gare d'usage quotidien, d'usage de travail.
Et c'est une gare qui depuis est devenue halte ferroviaire, donc sans personnel sur place. C'est une gare qui a été modernisée avec une passerelle de transport dont les ascenseurs n'ont jamais fonctionné. On a des ascenseurs qui ont été refaits, on a des pancartes de travaux qui nous disent livraison fin 2019 qui sont toujours affichées. Et du coup, voilà, on a un usage qui est peu pratique, qui est très cher, puisqu'on est, quand on veut rejoindre Marseille, on passe du simple au double du quart au train, et quand on veut rejoindre Aix, c'est 2 fois et demi le tarif. Et on a des menaces. Alors, on a un engagement du maintien de la gare un certain temps, parce que sur un projet long terme, avec le pôle multimodal de plan de campagne, on sait qu'une gare TER sera à terme envisagée sur plan de campagne. On a cette menace, on a un engagement comme quoi la gare de Septembre sera maintenue. Nous, on veut continuer des projets, on ne veut pas juste dire il faut maintenir la gare, on veut qu'elle soit intégrée dans un projet de transport réfléchi et qui aille dans tous les bassins d'emploi qui nous juxtaposent, donc Aix, Marseille, mais aussi Tarbes-Vert, puisque actuellement rejoindre un transport en commun. Donc j'ai la chance de travailler sur Vitrolles. J'habite à Septembre, 17 km. En transport en commun, tout transport en commun compris. Si vous voulez faire Septembre-Vitrolles en transport en commun, le site de la métropole vous dit que c'est 1h46 avec 4 changements, 17 km. Voilà.